messieurs, à nouveau, bonjour. Un putsch de plus, une suspension de plus. La CEDEAO, comme vous le savez, a suspendu le Burkina Faso de ses instances. C'était plus ou moins prévisible. Et cela fait suite au coup de force intervenu lundi et qui a renversé l'ordre constitutionnel dans ce pays. Un autre coup d'État après celui du Mali et des autres pays sur le continent africain. De quoi, mesdames et messieurs, se demander ce qui se passe réellement. Cette résurgence des coups d'État en Afrique de l'Ouest serait-elle due à une panne de la démocratie? Eh bien, notre invité du jour, M. Marc-Laurent Razuma, nous donnera sa lecture. Il est professeur de linguistique à la retraite. Monsieur Razuma, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce dimanche pour aborder toutes ces questions liées aux dernières actualités sur le continent. Voilà. Alors, vous avez certainement suivi l'actualité, professeur, des coups d'État par-ci, par-là. Quelle lecture générale faites-vous de ces différents coups de force qui interviennent depuis quelques années? Oui. Merci pour l'invitation que vous faites de parler de cela, de réfléchir ensemble avec vous. On est d'abord triste en tant qu'Africains de constater qu'il y a une urgence de ces actes-là encore en Afrique aujourd'hui, après 60 ans d'indépendance pour la plupart de nos pays. Problème de gouvernance, mal-gouvernance, panne démocratique. Bon, il faut se poser la question. Mais, et cela est dû généralement à les arguments que les gens donnent pour perpétrer ces coups-là, surtout le dernier et aussi celui du Mali, c'est la non-maîtrise de l'insécurité qui gagne de plus en plus ces pays-là. Et que les responsables au pouvoir n'arrivent pas à endiguer justement cette insécurité due aux islamistes, dit-on, bon, ces gens-là. Mais en fait, cela vient de très loin et ça a des causes profondes, en fait, ce qui se passe aujourd'hui et l'arrivée même des islamistes sur notre environnement immédiat. Donc, à quoi cela est dû alors? Bon, disons que ça a commencé un peu. Si je prends le cas de la sous-région, par exemple au Nigeria, nous avons Boko Haram qui est né là. Absolument, absolument. Et la naissance de Boko Haram a des causes profondes. Connaissant le pays dans lequel Boko Haram a vu le jour, c'est la question fondamentale, effectivement, de la mal-gouvernance et de la grande corruption, en fait, qui gangrène l'ensemble de ce pays-là. Boko Haram ne mène pas sa lutte parce que, bon, c'est le musulman contre les autres et autres, je ne pense pas, non. D'abord, l'intitulé même de leur nom le dit bien. Je crois ils ont commencé par lutter contre un certain impérialisme des Occidentaux, pensant que tout leur mal, en fait, vient un peu de là. Et que, en procédant par l'éducation de leurs enfants à travers leur propre culture, que tout ce qui se passe là, la corruption, tout ça. Vous avez des gens qui sont aussi riches qu'un État dans certains de nos pays-là. Donc, il faut arrêter ça à travers l'éducation, la culture. Donc, pour eux, c'est éliminer la culture occidentale pour aboutir à une culture endogène, pour qu'un certain nombre de pratiques se fassent dans le pays à travers leurs enfants et toutes les populations, n'est-ce pas? Donc, maintenant, leur alliance avec un certain nombre de groupes à l'extérieur a fait que la vision s'est un peu
étendu à d'autres problèmes qui ne sont plus tellement ce qu'ils avaient évoqué au départ, n'est-ce pas? Professeur, est-ce que le cas du Burkina Faso vous a surpris personnellement? Parce que Marc Christian Carboré, son deuxième mandat qui est en cours, un coup d'État qui survient, est-ce que cet état de choses, précisément au Burkina Faso, vous a surpris personnellement? Bon, ça ne m'a pas surpris, à vrai dire. Hein. Ah, vous voyez cela venir? Je voyais en tout cas quelque chose se passer dans le pays, venir. Hein. Quelque chose venir dans le pays. Et qu'est-ce qui vous donnait justement cette intuition? Parce que justement, il se pose dans ce pays un certain nombre de problèmes que les gens n'arrivent pas à résoudre. Premièrement, la non-maîtrise de l'insécurité. Ensuite, il s'est ajouté à cela un problème ethnique dont on ne parle pas beaucoup non plus. Parce qu'il y a quand certaines fois il y a des attaques, vous apprenez que c'est les Peuls contre les autochtones, c'est les autochtones contre ceux-là qui veulent les éliminer et qui ne veulent pas les voir à certains endroits, ainsi de suite. Il y a un certain nombre de problèmes, les problèmes se sont entremêlés dans tout cela. Et les gens estiment que le gouvernement ne fait pas assez pour arrêter cela. Ensuite, l'armée elle-même qui devrait prendre en charge ce problème-là est inexistante. On a créé des milices. Et il y avait une certaine division. On a créé des milices pour endiguer cela. Donc, est-ce qu'il y avait un problème avec l'armée? En voyant cela maintenant, on se dit oui, qu'il y a un problème avec l'armée. Mais pourquoi n'a-t-on pas cherché à résoudre ce problème avec l'armée? Est-ce que l'armée est équipée? Est-ce que qui forme l'armée? Ainsi de suite. Bon, moi je crois qu'il y a ce problème principal que le président n'a pas su résoudre en fait. Mais cela ne justifie pas ce qui est arrivé. Hein. Si on voyait venir en tout cas des troubles, cela ne justifie pas. Pas forcément un coup d'État. Même pas forcément, ça ne justifie pas en tout cas un coup d'État. Parce que le coup d'État signifie qu'on arrête la marche démocratique du pays. Tout est mis en arrêt et puis c'est une transition simplement. On arrête la marche démocratique de ce pays-là. Il a été élu. On ne laisse pas aller à son terme. On le décharge de ses fonctions par la force. C'est cela aujourd'hui qui est inacceptable. Et justement, vous l'évoquez si bien, professeur, pour nombre de ces situations-là, c'est le processus démocratique qui est remis en cause, qui est aussi mis en main un terme à ce processus démocratique-là. Mais le drame, ou le paradoxe, si vous préférez, c'est les militaires qui reprochent un certain nombre de choses au président démocratiquement élu, s'installent et font pratiquement la même chose que ceux à qui ils ont fait le coup d'État. On a même de se demander qu'est-ce qui peut justifier finalement ces actes-là. On a vu par exemple le cas du Mali où l'agent au pouvoir veut pratiquement faire un mandat alors qu'on a écouté le mandat de l'autre. Qu'est-ce qui peut justifier, professeur, ces actes-là? En fait, ils n'ont posé encore aucun acte. Ils sont au niveau de la parole, c'est tout. Hein, mais le coup de force, c'est déjà un acte majeur dans ce processus. Le coup de force, c'est un acte majeur dû au fait que ces gens-là n'arrivent pas à endiguer un certain nombre de choses dans le pays, à arrêter l'insécurité galopante dans le pays. Le cas de Burkina, mais ils n'ont encore rien fait. Ils n'ont fait qu'énoncer des choses, justement. Mais c'est précisément ces coups de force-là qu'il faut arrêter. Enfin, en ce qui me concerne, je ne suis pas d'accord avec ces coups de force-là. Quand un mandat ne va pas à terme, on arrête cela pour dire, bon, voilà, nous allons prendre le pouvoir pour faire ce que l'autre n'a pas fait. Est-ce qu'ils le feront vraiment? Moi, je n'en sais rien. Point d'interrogation. Point d'interrogation. On s'interroge tous. Et c'est pas ça qui m'intéresse. Là, on attend de voir ce qu'adviendra de la Guinée, par exemple. Oui. Bon, en Guinée, les gens commencent par se poser des questions, de savoir on se pose des questions. Exactement, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que nous allons faire? Le pays s'est arrêté. Bon, c'est pas là le problème. Le problème est l'acte qui est posé. Avons-nous le droit de laisser poser ces actes-là? C'est ça le grand problème. Au Mali, par exemple, au lieu d'une transition, ils font pratiquement un mandat. La première fois, c'était 6 mois, non? Quelque chose comme ça. Ils ont discuté avec la CEDEAO et le MOI.
c'était prévu pour qu'ils mettent les choses en place, pour que ça se termine très vite, en 6 mois, quelque chose comme ça, 3 ou 6 mois. Bon, ils sont restés là, ils ont réfléchi, ils ont dit non, voilà, ben, nous allons continuer. On va continuer encore dans la transition. Je crois qu'ils ont annoncé, plusieurs sanctions. Là, ils ont 5 mois ou 6 mois, non, qui vont faire 5 ans ou je ne sais combien. Est-ce normal? La CEDEAO a été obligée de prendre des sanctions. On reviendra sur le problème des sanctions. Absolument. Était obligé de prendre des sanctions. Mais ont-ils le droit de prolonger ainsi leur transition? De 6 mois, on passe à 5 ans, et ainsi de suite. S'ils veulent faire un mandat, ils n'ont qu'à le dire. S'ils veulent faire un mandat, bon, on organise des élections rapidement. Ouais. Donc voilà essentiellement le problème. Le problème n'est pas de savoir est-ce qu'ils feront la même chose que les autres. Non, le problème est de savoir pourquoi ça doit arriver encore là maintenant. C'est ça le grand problème. D'accord, mais est-ce que selon vous, c'est une tendance durable, ces faits-là? Mais une tendance durable, bon, il faut savoir comment nos armées sont constituées, comment elles sont faites. Mais il y a des pays, par exemple, où ces choses ne peuvent pas arriver. Parce que les militaires sont formés. Ils savent, ils connaissent leurs devoirs. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils connaissent leur mission dans une nation. Les responsables sont bien formés. Ils ont fait des écoles militaires de façon correcte. Ils savent ce qu'est une armée. Et donc, pour eux, faire un coup d'État n'est pas de leur ressort, justement. Bon. Je crois qu'il faut voir de ce côté de la formation, justement, des gens qui sont là. Leur formation, comment on les forme, est-ce qu'ils comprennent même le sens de leur devoir, ainsi de suite. Il y a cela. Bon, et puis maintenant, tout le monde parle de démocratie, de démocratie. Qu'est-ce que c'est que cette notion-là dans nos pays, finalement, aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que représente cette notion-là dans nos pays? Bon, je prends le cas de chez moi, que nous connaissons bien. Bon, on crie démocratie, démocratie, démocratie. Bon, mais quand ces choses-là arrivent, qu'on arrête le processus démocratique, mais nous ne voyons pas ces intellectuels-là se soulever pour dire non, nous ne soutenons pas ça. Par exemple, quels sont les intellectuels qui se sont levés ici aujourd'hui pour dire non, nous ne soutenons pas ces coups d'État qui arrivent dans la sous-région? Au contraire, si ces gens, ces militaires les appellent à la tâche là, ils iront. Et pourtant, ils sont en train de servir quelque chose qui n'est pas démocratique. Alors, c'est quoi la démocratie, finalement, en fin de compte? Est-ce qu'il faut arrêter le processus démocratique et participer à ceux qui ont arrêté ce processus-là? On est là, démocrate? Moi, je ne sais pas. C'est une grosse interrogation. C'est même pas une interrogation, c'est pas normal. C'est pas un critère démocratique d'arrêter et puis d'aller participer je ne sais pas quoi, au travail avec ceux qui ont fait tomber justement cette démocratie-là. Je ne sais pas. Moi, c'est le grand problème qui se pose aujourd'hui en Afrique. Et des militaires qui se retrouvent au pouvoir, M. Azumé, ça nous renvoie à de vieux souvenirs. Vu votre âge aussi, pas forcément les meilleurs. Ça évoque quoi en vous, le pouvoir militaire? Est-ce que le militaire est fait pour diriger un pays, pour faire de la politique, pour faire des coups d'État et diriger? Est-ce que c'est leur mission? Leur mission fondamentale, c'est quoi? Protéger le pays. La mission fondamentale n'est pas on ne peut pas refuser aux militaires de penser politique, de réfléchir politiquement, mais il ne leur appartient pas de remplacer, de faire le travail que font les politiciens, justement, au pouvoir, de prendre le pouvoir et de diriger. Si c'était cela, bon, il faut le dire, que les constitutions le disent, c'est tout. Parce que même dans les constitutions, si vous êtes militaire, que vous voulez participer aux choses politiques, à la chose politique, vous démissionnez. Donc, est-ce que nous avons vraiment compris notre mission? Est-ce que les armées ont vraiment compris leur mission? Je pense qu'il s'agit là tout simplement de questions de formation. Formation, sensibilisation. Oui. Au patriotisme, certainement. Le patriotisme, bien sûr, et puis la formation aussi des militaires. La formation, c'est quand vous avez des godillots qui sont là, qui pensent que, bon, eux, parce qu'ils ont les armes qu'on leur a confiées.
que la nation leur a confié. Ils pensent que c'est à eux qui peuvent s'en servir, qu'ils font n'importe quoi avec ces armes-là, nous tuer avec ces armes-là, même s'ils n'en ont pas le droit. C'est ça la question fondamentale aussi. C'est une question de formation. Je prends le cas, par exemple. Moi, j'ai fait plus d'une quinzaine d'années au Sénégal, par exemple. Bon, jusqu'à la fermeture de l'université en 68 là. Mais les officiers, la plupart des officiers, après leur bac dans le haut collège et tout ça, allaient en formation dans les grandes écoles militaires et tout ça. C'est signé et tout ça. Ils sont nombreux là-dedans. Mais donc, quand ils y allaient et quand ils finissent cette école-là, ils ont une certaine formation. Ils savent ce que c'est que l'armée. Ils connaissent le rôle de l'armée. Que représente l'armée dans une nation. Ce que beaucoup de pays ne connaissent pas. Ce que c'est qu'une armée dans une nation. Aujourd'hui, au Bénin, nous avons les Britanniques qui marchent très bien. Et je souhaiterais, moi, que cette formation patriotique leur soit donnée de façon sérieuse, qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire dans la nation, leur rôle dans la nation, pour que, par exemple, qu'ils ne pensent pas qu'ils peuvent remplacer du jour au lendemain les politiciens, quand bien même cela aurait échoué. Ce n'est pas leur rôle. Et surtout que on parle de démocratie et tout ça. Ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de protéger, justement. Prendre le pouvoir, non. Sinon, où est-ce qu'on va dans tous ces pays-là? Tout s'est arrêté maintenant. Ces trois pays qui n'évoluent plus. Je ne sais pas si c'est la junte burkinabé, par exemple, qui va arrêter l'insécurité, totalement l'insécurité dans ce pays-là. Je ne sais pas. Mais est-ce qu'avec cette manière de fonctionner, ce n'est pas aussi donner matière au terrorisme, justement, qui sévit au Burkina Faso, puisqu'il renverse un ordre déjà établi et s'installe? Est-ce que ce n'est pas donner matière au terrorisme de mieux s'installer, vu l'insécurité ou l'instabilité qui règne? Mais bien sûr. Mais ils vont s'installer très facilement parce qu'il n'y a plus... ils n'ont plus de... Comment dirais-je d'obstacles devant eux. Ils avanceront, ils s'occuperont de ce dont ils s'occupaient auparavant, et mieux. Et mieux, ça c'est certain. C'est certain. Vous m'aviez interrogé un jour ici, je vous ai dit que ce que faisait une certaine partie de l'opposition dans notre pays ouvrait la voie à ces terroristes-là de pénétrer dans notre pays si on y prend garde. Vous m'avez dit de ne pas faire peur aux Béninois. Après, ça arrive. Vous avez la mémoire fidèle. Ça arrive aujourd'hui. Donc maintenant, ils ont la voie ouverte pour se préparer et mieux nous combattre. C'est ça le problème. Parce que je ne sais pas comment ces militaires qui ont pris le pouvoir au Burkina et au Mali veulent rapidement s'organiser pour endiguer cette insécurité. Je ne sais pas. Pour le moment, ils n'ont pas encore dit. Ils se préoccupent maintenant de savoir s'ils vont faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà le seul problème qui les préoccupe aujourd'hui. C'est ça la question. Alors Monsieur Azoumé, on a parlé tout à l'heure de la démocratie et vous nous interrogiez de quelle définition on va finalement donner à cette démocratie, si chacun y va de son interprétation. Vous, quelle interprétation vous donnez à ce système? Et est-ce que ce système, finalement, correspond à nos réalités en Afrique, puisqu'il est tout le temps remis en cause? Moi, vous savez, je ne suis pas juriste. Je réfléchis comme tout le monde sur la manière de conduire nos pays. Bon, on parle de démocratie. La démocratie a ses règles quand même, basiques. Il y a des règles de base qu'il faut respecter. La première règle, c'est que quand quelque chose est mis en place, quand quelque chose est mis en place démocratiquement, qu'on conduit les affaires de l'État de façon démocratique, quand bien même il y aurait des erreurs au niveau de l'État, de la marche démocratique, de cette marche démocratique-là, peut-on se permettre d'arrêter justement ce processus à un moment donné sans que cela arrive à son terme? Ce n'est plus de la démocratie. Non. Et quand, en ce moment-là, des intellectuels qui se disent démocrates participent justement
à cet arrêt-là et travaille avec ceux qui ont arrêté ce processus, quand ils y participent, quand ils veulent la démocratie, ils nous mentent. Parce que ça ne fait pas partie, ce n'est pas des règles, ce n'est pas une règle démocratique, ça ne fait pas partie des critères de la démocratie. Ils nous mentent. Et on devrait plutôt, comme je le disais tantôt, nous devrions plutôt nous révolter contre cela, manifester contre cela, contre ceux qui prennent le pouvoir à dire non. Ce n'est pas de la démocratie. C'est ça la question fondamentale. Nous aussi, nous avions eu des problèmes, tout cela, après la réforme du système, partisan dans notre pays. On a eu des problèmes, il y a eu des textes qui ont été édictés. Bon, certains disent qu'ils ne veulent pas suivre cela. Ça a été appliqué. Le processus a commencé. Est-ce qu'il faille pour cela briser à partir de mouvements plutôt militaires, militaro-putschistes et tout cela pour pouvoir dire ce qu'on pense? Moi, je ne pense pas que c'est la démocratie, de toutes les façons. Ce n'est pas forcément le système qui pose le problème, selon vous, mais la mise en application du système, si je vous comprends bien. Si on s'entend sur un système, parce que les systèmes ne peuvent pas être les mêmes partout. Ce qui se passe au Bénin n'est pas la même chose que ce qui se passe au Burkina, au Mali, au Sénégal et autres. Même si c'était démocratique. Ce n'est pas le même système du tout. Mais il y a une base fondamentale. Il y a une base fondamentale que tout le monde suit. Mais à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui changent. Selon la culture du pays, ainsi de suite. Maintenant, si on s'entend sur l'ensemble de ces pratiques-là, bon, on suit cela. Quand on ne le suit pas, bon, ça pose problème. Mais ça ne signifie pas qu'il faille l'arrêter à un moment donné et faire un coup d'État pour dire, bon, nous arrêtons, nous chassons du pouvoir. Ce n'est plus démocratique. C'est finalement un problème il faut alors que les constitutions en parlent, que quand c'est mal fait, il faut enlever la personne. Mais ça ne se dit jamais ça dans une constitution. C'est pas possible. Bon, donc, en gros, disons que on ne soutient pas ce coup d'État qui se passe aujourd'hui en Afrique. Et derrière ce coup d'État, il y a certainement d'autres raisons politiques fondamentales dont les gens ne parlent pas, ou du moins dont il ne faut pas parler, mais qu'on sait précisément. Quand je prends le cas du Mali, par exemple, là c'est clair, au Burkina, je ne sais pas encore. Et la raison fondamentale, c'est que la France n'a pas rempli sa mission sur le terrain. Ils estiment que la France, s'étant installée pendant un certain nombre d'années, n'a pas réussi à endiguer ce mal. Que faut-il faire? Ils ont décidé, eux, de faire un coup d'État, mettre, ce qu'ils ont dit clairement, mettre la France de côté, et maintenant s'allier à d'autres nations. Bon, et c'est ce qu'ils disent, eux. Mais là, ils ne parlent pas d'autres nations en termes clairs, mais à des groupes militaires, qui peuvent travailler avec leurs militaires. Ils ouvrent quand même les enchères en matière d'assistance sécuritaire. Ils ouvrent les enchères sont ouvertes. Exactement. Donc, eux, ils ont leur position claire dessus. Par exemple, le Mali, c'est clair. Bon, donc, c'est cette société, comment ça s'appelle, russe, là. Bon, qu'ils ont invités pour venir les aider, justement, à éradiquer le terrorisme-là. Bon, c'est des soviétiques, mais l'Union soviétique dit ne pas soutenir ces gens-là. Bon, voilà leur problème. Ils estiment que la France n'a pas réussi sa mission. Donc, ils sont clairs dessus. Le Burkina, la raison fondamentale, c'est d'abord que le président n'a pas réussi à faire le travail d'éradiquer l'insécurité. Comment veut-il le faire, eux? Mais finalement, est-ce que ce n'est pas un argument plutôt, je n'ai pas envie d'employer, voilà, fallacieux? Moi, j'ai
j'estime que c'est le terrorisme que tous pointent du doigt pour pouvoir faire leur coup d'État. N'est-ce pas finalement un argument trop facile pour s'installer? Bon, ils estiment que le président a divisé l'armée, ne discute pas avec les militaires, enfin, il préfère mettre en place des milices pour faire ce travail-là, et tout ça. Bon, on ne sait pas exactement ce qui se passe, on ne peut pas en parler sans savoir. De toute façon, c'est ce qu'ils disent. Bon. Maintenant, ils montent un peu les enchères en disant bon, voilà, qu'il y a un problème de démocratie, il faut un développement. Bon, on met le tout en fait maintenant. Pour pouvoir justifier le coup d'État. Mais il ne reste pas vrai que c'est un coup d'État qu'il ne faudrait pas soutenir en ce moment, après 60 ans d'indépendance. Et surtout lorsqu'on parle beaucoup de démocratie. Ce n'est pas une panne de la démocratie si on doit se résumer sur cet aspect-là. Ce n'est pas un problème de démocratie qui explique ces effets-là. Je ne sais pas, il y a une panne de démocratie. Comment est-ce qu'il y a pas de démocratie? Il y a eu des élections normales dans le pays. Il y a eu des il y a eu des élections normales. Tout dernièrement au Burkina, il a été élu démocratiquement. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus? On n'a jamais dit au Burkina qu'il y a eu tricherie, il y a eu ceci, il y a cela. Les gens ne se sont jamais plaints pour ça. Bon, il y a toujours quelques voix pour dire bon, il y a fraude, il y a cela. Mais il a été normalement élu. Alors, maintenant, qu'est-ce qui justifie ça, président, fondamentalement? Et quand on entend la déclaration de ces deux chefs-là, on se pose la question de savoir vraiment les véritables motivations de ce coup de force-là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a un problème au niveau de la démocratie. Est-ce que je vais dire à ce moment-là que la démocratie est en panne? Bon, la démocratie, qu'est-ce que c'est? D'abord, il faut comprendre ce que c'est que la démocratie, ce que nous considérons être démocratie, c'est ça, là, quand on dit qu'elle est en panne. Est-ce que ce sont les textes qui ne sont pas appliqués, ainsi de suite? Mais il y a combien de mois que le président burkinabé a été... Ça fait pas longtemps, il y a 2 ans, moins de 2 ans, non? Qu'il a été réélu. C'est son deuxième mandat. Déjà, on parlera de panne. En fait, je vois que la situation sécuritaire dans le pays fait peur à tout le monde et chacun cherche à pouvoir peut-être proposer des solutions. Proposer des solutions, avoir des solutions pour endiguer ce problème-là. Mais on n'y arrive pas. Est-ce que c'est en faisant un coup d'État qu'on y arrivera? Ou bien s'asseoir, discuter, voir les problèmes ensemble pour pouvoir éradiquer ce fléau-là? C'est ça ce qu'il faut faire plutôt. Mais le coup d'État ne justifie rien. Le coup d'État n'arrivera jamais à endiguer le problème tant qu'on n'a pas réfléchi fondamentalement, politiquement. Ce n'est pas seulement les armes. Politiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Réfléchir politiquement sur la question, pouvoir éradiquer cela. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu, à un moment donné, il y a eu un manque d'expression, de liberté d'expression, de contrôle de l'action gouvernementale, puisque vous avez donné, par exemple, l'exemple du Sénégal, le Sénégal qui connaît plutôt une stabilité politique. Est-ce que c'est pas ce manque-là, cette situation-là qui engendre... J'ai donné le cas du Sénégal pour parler de la stabilité de l'armée, parce que c'est des militaires qui comprennent leur rôle, qui ont été bien formés et qui savent ce qu'un militaire doit et peut faire. Donc voilà le problème. Mais en matière de démocratie, c'est la même un peu partout, dans toute la région. Bon, le Sénégal, le Bénin, le Sénégal et tout ça, ils ont leurs problèmes, nous avons les nôtres, ainsi de suite. Mais c'est pas parce qu'il fait mieux, il mène mieux les discussions là-bas. Non, le problème n'est pas là. Je parlais de l'armée précisément. Oui. Les gens sont très bien formés. C'est des militaires, vraiment, quand qui sont appelés un peu partout pour aller sur tous ces pays où il y a des conflits. Oui, c'est une question de formation aussi. Je crois qu'il faut former les gens. Et puis, l'esprit patriotique
Nous ne l'avons pas, c'est ça la deuxième fois. Il faut que les gens soient patriotiquement là, qu'on sache qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Que les citoyens connaissent finalement le rôle qu'ils doivent jouer dans oui, société. Bien sûr, c'est pas, on n'est pas dans un Far West, hein, ou des... Non, c'est pas le Far West. C'est comme si c'était le Far West, quoi, vous voyez. Bon, ça tire de partout. Ça tire de partout, bon, voilà, on a des armes, on le prend, on tire, comme au Far West. Non, c'est pas cela, il y a des règles. Il y a des règles qu'il faut respecter. Et ils ne les respectent pas. Ils ne les ont pas respectées. Ce n'est pas en faisant tomber un président qu'ils vont résoudre le problème sécuritaire qui est là. Je les vois venir, ils n'ont qu'à résoudre ces problèmes-là. Et que nous n'ayons pas les contre-coups dans notre pays aussi. Parce qu'ils sont très proches de nous également. Avec ce qu'ils viennent de faire là. Professeur Azouman, la position également des institutions sous-régionales comme la CEDEAO et autres, est-ce que ces positions-là n'enveniment pas un peu la situation, puisque ce sont des instances qui préfèrent peut-être l'égalité à la légitimité. Les citoyens ne comprennent pas forcément ces positions-là. Est-ce que ces positions-là ne posent pas aussi problème, puisqu'on doit y venir? Que voulons-nous concrètement dans notre pays, dans notre sous-région? Je prends la sous-région, l'Afrique de l'Ouest. Voulons-nous rester, comment dirais-je, que chaque pays se dirige tout seul, n'ait rien à voir avec les autres, et qu'on vive en autarcie? Ou bien devrions-nous nous mettre ensemble pour résoudre nos problèmes? Il faut se poser la question. Vivre en autarcie ou nous regrouper pour résoudre nos problèmes? Il faudra que nous ne pouvons pas vivre en autarcie pour réussir. Nous sommes obligés de nous regrouper et résoudre nos problèmes politiques, économiques et tout, culturels, tous ces problèmes-là. Ce que nous avons fait. L'OUA avait commencé comme ça. Ensuite, l'UA. On a estimé que les pays africains ne peuvent pas vivre de façon autarcique et qu'il faille se regrouper pour résoudre nos problèmes. Ce qui se passe dans notre sous-région également. Et quand on se regroupe, il y a des règles que chacun doit respecter au sein de ce regroupement-là. Si ces regroupements, l'UEMOA et la CEDEAO ont pris ces mesures, c'est qu'il y a dans les textes qui les régissent des clauses qui les amènent à prendre un certain nombre de sanctions quand certains pays dérogent à ces règles-là. Ce qui est normal dans toute association, c'est comme ça. C'est comme ça dans toute association. Mais on n'a pas vu une solution définitive ou tranchée, par exemple, de la CEDEAO pour régler définitivement ces problèmes-là. Est-ce qu'elle n'est pas aussi en panne de solutions face à ces différents événements? Non, je ne crois pas. Il y a des règles. Il y a des règles. Je ne les connais pas. Mais je sais qu'on ne peut pas se regrouper sans qu'il y ait des règles de conduite. Et que les pays respectent ces règles-là et se respectent en fait. Maintenant, vous êtes allés contre ces règles-là. Le groupe prend des sanctions. On prend des sanctions contre ceux qui sont allés contre, ceux qui ont dérogé à ces règles-là. Bon. Maintenant, la question qu'il faut se poser, les dernières sanctions de la CEDEAO contre le Mali, bon, est-ce qu'il n'y avait pas, en fait, je les trouve assez durs pour les populations. Pour les populations. Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver quelque chose de plus... quelque chose de fort, en fait, contre les responsables qui se refusent à régler la question qui leur est posée? C'est ça, au lieu d'impliquer tout le peuple qui en souffre aujourd'hui. Mais là, c'est que ces organisations-là n'ont pas pris ces sanctions-là ex nihilo. Ils sont partis de quelque part. Déjà, le pays, les responsables avaient été avertis
ils se sont refusés à obtempérer. Bon, les gens disent, bon, puisqu'il en est ainsi, on prend ces sanctions-là. Mais je crois que, bon, à l'encontre des populations et tout cela, qu'il faille peut-être revoir la question et puis faire en sorte que, tout en prenant ces sanctions-là contre les responsables, qu'on allège un peu un certain nombre de choses pour le peuple, qu'on ne les enferme pas dans la pauvreté, parce que le peuple sont paris, ils sont pauvres. Hein. Et vous l'avez certainement constaté, M. Razoume, ces sanctions-là semblent avoir exacerbé la défiance des peuples contre l'organisation sous-régionale. J'ai bien envie de vous demander comment on en est arrivé là, si vous avez la réponse à cette question. Non, mais de toutes les manières, quand on est dans un regroupement, comme je l'ai dit, je le répète encore, il y a des règles. Si vous ne respectez pas ces règles-là, on vous sanctionne. On vous sanctionne. Bon, le peuple aujourd'hui a été touché, tout le monde crie, les populations protestent et tout ça, parce que c'est aussi dirigé contre elles. Mais la CEDEAO ont pris leur responsabilité, en fait. Bon, mais maintenant, il y a une autre question qui se pose, que moi je me pose. Est-ce qu'il est possible, je ne sais pas si c'est dans leur texte comme ça, je prends le cas du Mali. Les problèmes se posaient depuis longtemps. Même lorsque le président défunt était là. Keïta. Keïta était là. Bon, problème de corruption, problème, en fait, c'était vraiment trop grave, les problèmes, qui ne permettaient pas justement au pays d'avancer économiquement. Parce que la corruption était trop grande. Les gens protestaient. Maintenant, est-ce qu'il est possible en amont pas de prendre des sanctions, mais de faire en sorte que ces responsables-là réfléchissent à ce qu'ils font et cessent de le faire. En fait, je parle d'une question d'ingérence. Est-ce que ça, c'est possible? Au lieu d'en arriver à ce à quoi nous sommes arrivés aujourd'hui, à cette extrémité-là, pour prendre des sanctions aussi dures, précisément, qui sont des sanctions normales parce qu'ils avaient été avertis, ces dirigeants-là. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quelque chose en amont pour dire, bon, voilà, cessez ceci, cessez cela, discuter avec ces gens-là? Bon, ça, c'est de l'ingérence. Mais est-ce qu'à un moment donné... On ne finit pas par faire cette ingérence-là. Pour éviter précisément ce qui se passe aujourd'hui et la réaction des populations. Parce qu'il faut que les populations, que nous comprenions aussi que quand on est dans un groupe, il faut respecter les règles. C'est cela. L'Europe est là et tout ça. Quand la Grèce avait des problèmes de corruption et tout cela, ils ont pris des sanctions contre la Grèce, le peuple en a souffert et tout ça. Mais finalement, tout est rentré dans l'ordre. La Grèce s'est corrigée, la Grèce s'est remis à corriger un certain nombre de failles qu'il avait. Bon, question d'ingérence, est-ce que ça, c'est possible? Bon, l'ingérence, quand je parle d'ingérence, c'est dire intervenir à un moment donné pour arrêter la saignée. Avant que ça ne soit vraiment plus grave. Et comme je le disais tout à l'heure dans mon introduction, la CEDEAO a pris des sanctions contre le Burkina Faso. On s'y attendait. On s'y attendait, oui. Ça règle finalement quel problème, M. Razoume? Ça règle quel problème de suspendre le pays des instances de l'organisation? Oui, après, on va en venir à des solutions beaucoup plus extrêmes. Mais c'est la règle. Vous êtes dans un groupe. Mais le problème, il faut respecter les règles du groupe quand même. Mais ça, c'est le principe, M. Razoume. Oui, c'est le principe. Le problème majeur. Comment on le règle? Puisqu'il est là, ça ne finit pas. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les laisser, vous pouvez continuer. Il faut leur dire, bon, vous pouvez continuer, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Ces sanctions ont quel impact sur ces pays? Ça devrait avoir un impact. Mais c'est que ceux qui sont là au pouvoir, bon, se disent, on s'en fiche, on s'en fout. Excusez-moi le terme. On s'en moque en quelque sorte. On ne s'en occupe pas. On ne se préoccupe pas de ces sanctions-là. Est-ce que c'est normal? C'est parce qu'ils ont peut-être d'autres ouvertures, non, mais est-ce que c'est normal? de se réinventer. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'un jour, les Africains peuvent arriver à
se réunir dans des groupes et respecter les règles de ce groupe pour que nous puissions avancer. Si chacun fait ce qu'il veut, ce n'est pas la peine de se regrouper, en fait. Ce n'est vraiment pas la peine de se regrouper. Parce que, économiquement, ça nous permet aussi quelquefois de régler nos problèmes économiques à l'intérieur. Hein, au niveau de l'inflation, au niveau d'un certain nombre de choses. Je ne suis pas économiste, mais en fait, ça permet de régler un certain nombre de choses. Mais si chaque pays se met à faire ce qu'il veut, est-ce que c'est normal? Quand est-ce que nous allons pouvoir avancer? Est-ce que nous pouvons vivre de manière autarcique? Vivre en autarcie. Aujourd'hui, dans tout le monde entier, tout le monde cherche à se regrouper pour résoudre les problèmes, travailler ensemble, vivre ensemble, ainsi de suite. Mais ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ces militaires-là, qui ont pris le pouvoir. Ils peuvent dire, bon, nous embarquons, bon, écoutez, ils n'ont qu'à prendre leurs sanctions. Les sanctions, ne croyez pas qu'ils n'ont pas d'impact, hein, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Parce que s'ils ont des problèmes qu'il faut résoudre sur le plan international et tout ça, parce que les organisations internationales aussi nous regardent. Si vous n'êtes plus là, si on vous a enlevé de ce groupe-là, vous demandez quelque chose, on ne donnera pas. Ça a un impact, hein, nécessairement. C'est à ça qu'il faut réfléchir aussi. Oui. Et c'est à ça qu'il faut qu'on réfléchisse sur la question de la démocratie. Pas parce qu'il y a la démocratie qu'on peut faire ce qu'on veut dans un groupe. Non. Non. Donc, pour vous, la CEDEAO est dans son rôle, elle n'a pas besoin de se réinventer peut-être pour pouvoir prendre des mesures beaucoup plus impactantes dans ces questions. C'est une question. Ils ont leur texte qu'ils appliquent. Mais que voulons-nous, en fait? Pourquoi nous nous réunissons, en fait? C'est pour nos beaux yeux? Pour aller là et bavarder, revenir, et puis c'est tout? Je ne pense pas. Ah ben quand c'est bien, mais maintenant, quand les gens à l'intérieur font n'importe quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les laisser faire. Nous, il faut leur appliquer les règles qui existent dans l'organisation. Mais sinon, le monde est ainsi fait. Tous les groupes sont ainsi faits. Quand nous sommes en groupe, c'est comme ça. Il faut respecter les règles. Mais moi, en tant que citoyen, il y a des choses que je ne peux pas faire dans le pays. Je suis régi par ces règles-là. Si je le fais, on m'arrête. Si je détourne, on m'arrête. On me juge, on m'arrête. Mais alors, que voulons-nous? Vous prenez le pouvoir, vous faites un coup d'État, c'est interdit au sein du groupe. C'est une règle fondamentale dans ce dans quoi vous êtes. Et vous ne voulez pas qu'on prenne des sanctions contre vous? Moi, je ne suis pas contre la prise de sanctions contre machin. Maintenant, il faut peut-être voir dans quelle mesure ces sanctions... Il faut analyser les sanctions. Je ne suis pas à leur place. C'est des personnes intelligentes, ces chefs d'État. Ils y ont réfléchi, ils savent exactement ce qu'il faut faire, jusqu'où aller. Tout en tenant compte des règles existantes. Et dans cette situation plutôt confuse, les militaires semblent avoir l'appui des populations pour le moment, des différents citoyens pour le moment. Mais est-ce qu'on ne s'achemine pas finalement vers une désillusion à la longue, puisque l'effervescence populaire, oui, c'est toujours là comme tout ça. de suite... Bon, moi, c'est toujours comme ça. Bon, l'effervescence populaire, parce que bon, je prends le cas des Burkinabés. Les Burkinabés, beaucoup meurent avec cette question de l'insécurité et tout cela. Bon, donc, ils veulent que ça cesse. Et ils pensent que la population pense aussi que le gouvernement ne fait pas assez pour arrêter, endiguer ces choses-là, cette insécurité. Bon, on me dise qu'elles sont contentes que le président s'en aille. Moi, je ne sais pas, de toutes les façons. C'est eux qui l'ont Est-ce que ce n'est pas aussi la preuve que le mal était vraiment profond, qu'il fallait... C'était profond. Il fallait agir pour l'insécurité. L'insécurité qui était là. Mais les populations souffraient et continuent de souffrir. Mais c'est que les problèmes sont plus profonds que cela. Les problèmes sont devenus des problèmes ethniques où dans un même pays, tel groupe ne veut pas voir l'autre, ils s'entretuent, ainsi de suite. Il n'y a pas que l'islamisme là. Au Burkina. Il n'y a pas que ça. Il faut qu'on en parle aussi. Il n'y a pas que ça. C'est aussi des problèmes ethniques, des problèmes de groupes, d'individus, ainsi de suite. Vous voyez? On ne sait pas exactement qui fait quoi dans cette histoire. Il faut faire très attention. Bon, maintenant, les militaires estiment qu'ils peuvent faire ce travail-là.
sans que moi je n'accepte pas qu'ils fassent un coup d'État pour pouvoir le faire. Mais ils ont estimé qu'ils vont faire un coup d'État pour pouvoir le faire. Mais on attend qu'ils le fassent. Mais la CEDEAO a le droit et le devoir, en tout cas, de prendre des sanctions contre eux parce que les règles le disent ainsi. C'est des règles. Vous êtes dans un groupe, vous devez respecter les règles de ce groupe-là. C'est ce que je pense fondamentalement. Oui. Oui, et avec l'ampleur que prend la chose, doit-on s'inquiéter pour ces autres États qui peut-être couvrent des difficultés majeures? Pas du tout. Vu la résurgence. Mais pourquoi des difficultés? Parce qu'on a des difficultés, il faut faire des coups d'État pour... non, ça semble être la mode du moment. Ah ben si c'est une question de mode, bon, les militants qu'à faire ce qu'ils veulent. C'est une question de mode, simplement parce qu'ils comprennent rien de leur... Doit-on alors désarmer les militaires? Pardon? Doit-on alors désarmer les militaires? Non, pas du tout. Pourquoi? Il faut éduquer les gens, il faut mettre des gens qu'il faut parce qu'il faut. Je suis content aujourd'hui que la plupart de nos responsables militaires ici sont bien formés, les gens sont bien formés en tout cas. Ils connaissent leur rôle quand je les vois, ils connaissent leur rôle. On fait des écoles militaires et tout ça. Les jeunes qu'on forme dans les Prytanée, ils se forment aussi correctement, ils savent ce que c'est que l'armée. L'armée, bon, n'est pas là pour des coups d'État, ils connaissent leur rôle, ils savent ce qu'ils doivent faire dans une nation. C'est tout. Moi, je n'ai aucune peur, hein. Non, pas du tout. Pourquoi avoir peur? Parce que les militaires, quelles sont les raisons fondamentales qui feront qu'ils vont faire un coup d'État? Tout ça, l'analyse, non, quelles sont les raisons majeures? Mais quelles sont les raisons? D'accord, non, quelles sont les raisons majeures qui vont leur permettre, par exemple, ici au Bénin aujourd'hui, qu'ils fassent un coup d'État? Je ne parle pas forcément du Bénin, je ne parle même pas du Bénin. Bon, enfin, non, parce que des gens parlent de ça, il ne faut pas que nous soyons hypocrites non plus. Bon, si c'est des... Maintenant, je sors du Bénin. Si c'est les opposants dans les autres pays là qui disent qu'il faut qu'on appelle l'armée, alors ils sont très mal partis parce que c'est eux qui parlent de démocratie. Est-ce que la démocratie c'est ça? Il faut qu'ils nous expliquent ce que c'est que la démocratie. Alors, dans ce cas, oui, ils devraient être contre justement ces coups de force et autres, donc ce qui se passe. Oui. Moi, je n'ai aucune peur. Hein. Pourquoi? Non, je n'ai aucune peur de ça. Les militaires sont là dans le pays, ils savent, ils connaissent leur rôle. C'était triste d'entendre le Burkinabé militaire qui a pris pouvoir le lire son truc. C'était triste parce que il n'y avait rien, aucune raison fondamentale. Aucune raison fondamentale qui fait qu'il va faire cela. Alors je me dis... Mais est-ce que ce n'est pas la lecture de quelqu'un qui n'est pas dans le pays aussi? Qui n'est pas dans le pays. Au Burkina Faso, ce n'est pas une lecture de nous autres qui ne sommes pas au pays, qui ne maîtrisons pas forcément la réalité. Il y a des difficultés. Non, c'est pas parce qu'on n'est pas dans le pays. Il y a des difficultés au Burkina, dues justement à l'insécurité. Il y a des difficultés. Il y a des... Je ne peux pas parler de difficultés politiques, partisanes et tout ça. Dans un pays, il y a toujours des pour et des contre, des partis qui n'ont pas les mêmes positions politiques. Surtout l'insécurité, c'est la question de l'insécurité au Burkina. Depuis qu'il y a eu cette tuerie où il y a eu une 60aine de morts au Burkina, c'est là où précisément la question s'est approfondie parce que les gens ont estimé, ils ont même manifesté, ils ont marché, les partis ont marché, tout cela, pour dire de mieux contrôler la sécurité dans le pays. C'est ça les problèmes de Burkinabé aujourd'hui. C'est le grand problème Burkinabé. Mais est-ce que cela appelle un coup d'État? Mais c'est la question que nous devons nous poser en fin de compte. Que nous posons. S'il estime, ce militaire-là, qu'il peut résoudre le problème, qu'il le fasse vite. On attend de voir... Qu'il le fasse vite, mais on n'est pas d'accord avec le fait qu'il ait arrêté le processus démocratique pour faire je ne sais quoi. Qu'est-ce qui va l'aider pour le faire? On attend de voir ce qu'il va faire. Et en parlant justement d'aide, M. Razonet, que pensez-vous de ce procès qui est fait à la France, on va la nommer d'instrumentaliser généralement les États africains? Bon, écoutez, je crois que c'est une rengaine qu'on entend tout le temps là. Bon, il faut aussi que nous pensions que nos chefs d'État et autres, nos responsables politiques, ont la capacité de réfléchir. On a aussi la capacité de réfléchir et que tout ce qu'ils disent
nous ne devons pas penser que tout cela vient d'un parrain qui est là, qui lui souffle ce qu'il doit dire, dit ceci, dit cela. Non, qu'on pense qu'ils ont aussi la capacité de réfléchir. C'est des gens aussi qui ont une certaine capacité de réflexion, qui sont au pouvoir. Bien sûr, on va pas occulter, bien sûr, on ne va pas occulter la question de l'impérialisme, du néocolonialisme et tout ça. Ça, c'est clair, ça existe partout. On vous pousse à faire ceci, on vous pousse à faire cela. Certains, bon, ça donne à ça, certains l'acceptent, certains non. Mais en fait, globalement, je pense qu'il faut laisser aussi penser que nos responsables politiques aussi ont la capacité de réfléchir, leur donner ce bénéfice-là quand même. Et dans l'élan, on ne parle plus maintenant des Français, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a les Russes qui sont sur le terrain. Comment vous appréciez cette irruption russe? Les Russes disent qu'ils ne sont pas là. Les Russes... non, chacun veut... Mais c'est comme ça l'impérialisme, chacun veut occuper une certaine place dans nos pays. À nous de savoir ce que nous voulons. C'est à nous de savoir ce que nous voulons justement. Mais pourquoi vous allez refuser aux Russes de venir s'implanter ici? Pourquoi vous allez refuser aux Chinois? Mais ils ont des intérêts politiques, ils ont des intérêts économiques, politiques. Mais à nous de savoir ce que nous voulons. À nous d'être fermes devant ces gens-là et de dire non, nous ne voulons pas ceci, nous ne voulons pas cela. La France se bat pour que les Russes ne viennent pas au Mali et tout cela. Mais vous croyez que c'est vraiment pour nous qu'ils le font? Non, ils le font pour eux, parce qu'il ne faut pas qu'on leur prenne leur place, ainsi de suite. Mais je crois qu'il nous appartient à nous, Africains, de nous battre et de dire non à un moment donné. Les autres ont parfaitement le devoir. Vous allez les empêcher de vouloir venir s'immiscer dans vos problèmes? Non. À vous de leur dire non, on n'a pas besoin de vous, on n'a pas besoin de cette idée-là, non. C'est ça la question fondamentale. Et après le printemps arabe, peut-être, avons-nous droit, M. Azoumé, au printemps Madem? Le printemps, bon, le printemps arabe était là à cause de ces mêmes problèmes de malgouvernance et tout. Bon, et là, c'était vraiment les populations qui se sont soulevées contre leurs responsables politiques et tout ça. Est-ce qu'il y a eu un coup d'État militaire quelque part? Non. Printemps arabe, tout ça, on n'a pas eu un coup d'État militaire, en fait. Il y a eu des soulèvements populaires qui ont fait que ces gens-là sont partis. Après, les militaires ont essayé d'organiser les choses ensuite. Bon. Et si nos peuples estiment que ce qui se passe n'est pas bon, ben, on peut pas, quand le peuple se soulève, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. Bon. Mais maintenant, ça pose aussi un grand problème dans nos pays africains, de la sous-région, là, précisément où nous sommes. Vous savez, nous avons, dans chacun de nos pays, là, de l'Afrique de l'Ouest, là, au moins 50% d'analphabètes. Des gens qui ne savent ni lire, ni écrire. Des analphabètes totaux, on les appelle. Alors, et qui ne maîtrisent aucunement tout ce qui se passe là, aujourd'hui. Nous allons continuer aussi dans ce sillage-là. À laisser au Burkina, par exemple, c'est Burkina, Niger et autres, mais c'est plus de 70%. Plus de 70%. Alors, c'est les intellectuels qui ont le pouvoir, qui discutent, qui font et défendent les choses. Nos populations, les vrais là, qu'est-ce qu'elles comprennent dans tout ça? Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Sinon, nous avons une grande partie des populations qui sont complètement miettes. Bon, qui nous suivent, parce que nous savons discuter, avancer des idées, peut-être aussi bêtes que réfléchies, tout ça, mais tout ce que vous dites, bon, les populations
accepte. Il faut pouvoir résoudre aussi ce problème-là pour que nous ayons une grande participation des différents peuples dans les choses politiques, précisément, qu'ils comprennent ce qui se passe effectivement. Ce qui arrive au Burkina, combien de personnes vraiment comprennent, saisissent fondamentalement ce qui se passe. Bon, l'insécurité est là, ils savent qu'il y a l'insécurité, il faut que l'État nous protège. L'État ne les protège pas, c'est à cette seule chose que les gens s'arrêteront. Mais fondamentalement, parce qu'ils comprennent l'autre. Je vois les gens brandir le drapeau de la Russie. Là, dans les manifestations, les dernières manifestations au Burkina, au Mali aussi. Mais qu'est-ce que les gens comprennent fondamentalement dans ça? Je crois que là aussi, c'est un problème qu'il faut qu'on règle, qu'on résolve. On pense que ce n'est pas important, mais les intellectuels aujourd'hui qui parlent de démocratie, c'est la démocratie aussi, ça. Démocratie. Donner le savoir à ces gens, l'éducation à ces gens-là. Et on le fait si bien ici aussi. L'éducation à ces gens, ils ont besoin d'éducation. Mais quand il s'agit de cette frange de 50, 60, 70%, 80% de gens qui ne savent ni lire ni écrire, on pense qu'on peut les laisser de côté. Non. Et même dans notre propre pays, ça se passe comme ça. On ne s'occupe pas tu as quelques services qui font ce qu'ils peuvent faire, mais fondamentalement, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a un programme pour sortir ces gens-là de là. Il y a tellement de choses à faire. Mais ça n'exclut pas que ces gens puissent être dans un système d'éducation pour qu'ils puissent sortir de leur situation d'analphabète, de situation de gens qui sont là, qui regardent. Peut-être des spectateurs joyeux. Des spectateurs, et puis qui écoutent les hableurs là sur la démocratie. Bon, c'est tout, quoi. On parle de tout et de rien sur la démocratie. Qui est-ce qui comprend un peu ce que les gens disent? C'est la question fondamentale. Il faut qu'on fasse quelque chose aussi là. Et si on arrivait à résoudre cette question, à faire en sorte que l'analphabétisme disparaisse petit à petit, diminue, ça ne peut jamais disparaître complètement, diminue, et que les gens soient scolarisés, aillent à l'école, qu'on les éduque et tout ça. Ces choses n'arriveront pas là, parce qu'ils profitent un peu de vie de tout ce monde-là. Hein? Même parce qu'on se dit opposant au cri démocratie, démocratie. Bon, s'il y avait un groupe très important, il y a des choses qui ne se feront pas, des choses qui ne se diront pas. Monsieur Azuma, comment on sort alors de ce qui semble une impasse pratiquement dans ces pays de la sous-région? L'impasse... Comment on sort de cette impasse? Oui, bon. La CEDEAO et tous ces groupements-là ont pris leurs décisions. Maintenant, voilà que les responsables de ces faits-là ne veulent rien entendre. Que faut-il faire? C'est la question. Que faut-il faire? Mais tant qu'ils resteront dans leur position, je ne sais pas si le pays avanceront. Ces pays-là vont avancer. Tant qu'ils sont dans cette position, faut-il qu'ils restent dans cette position? Ou faut-il que la CEDEAO leur dise, bon voilà, nous enlevons toutes les sanctions, vous pouvez continuer? C'est ça? Non. Non. Et je dis simplement qu'ils font fausse route. C'est tout. Ils font fausse route. Une fois qu'ils ont pris le pouvoir, ils sont dans l'impasse. Je prends le cas de la Guinée, par exemple. Il fait beaucoup de bruit, lui. Il joue au cow-boy et tout ça là. Mais finalement, aujourd'hui, les populations réclament. Les populations sont impatientes et réclament que les choses arrivent vite. Oui. Mais mon grand problème est que c'est la participation de nos intellectuels, soi-disant démocrates, qui participent à ces mouvements-là. S'ils n'y participaient pas, les gens prendraient très vite conscience pour revenir sur leur position antérieure. Ils y participent parce qu'ils attendent peut-être ça, aller au pouvoir, exercer aussi le pouvoir.
peut-être pire que ceux qui étaient là. Voilà la question fondamentale. Tous ces gens sautent là-dedans, ils veulent aider celui qui a fait le coup d'État, aider ceux-là pour pouvoir jouir aussi des fruits de cela. Je dis non, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas encourager cela. Lorsque vous l'encouragez, c'est que je ne sais pas si vous parlez vraiment de démocratie, en fin de compte. Il n'y a pas de démocratie à ce niveau-là. Vous refusez à cela. Vous ne participez pas à ce coup d'État-là. Vous n'aidez pas ces gens à réussir leur coup. C'est ça ce que je veux dire. Oui. Il y a beaucoup d'intellectuels aujourd'hui qui sont derrière ces gens-là. Donc vous les voyez dans l'ombre tirer les ficelles oui, ils sont avec là. des intérêts aussi. Mais ils ne sont même pas dans l'ombre. Maintenant que le coup d'État est fait, par exemple, au Burkina, qui veut faire appel à tout le monde pour... Non. Il n'est pas question de les aider à faire quelque chose. Laissez-les, puisqu'ils ont voulu faire ça. Il faut les laisser. Je crois que les intellectuels qui sont conscients que la démocratie, en tout cas, reflète quelque chose pour eux, et qui en parlent tout le temps, ne devraient pas participer à ces choses-là. Sinon, ils nous mentent. C'est du faux, précisément. Ils ne devraient pas. Ils ne devraient pas participer à ces choses-là. En tout cas, voilà ce que... Et vous, quelles sont les pistes de solution que vous avez pour ces États au vu de tout ce que vous observez? Les solutions. Mais, en fait, aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment une solution aujourd'hui dans ce pays? Il doit avoir une solution, sinon comment... Mais les gens se refusent à discuter. Ils se refusent à obtempérer. Qu'est-ce que vous voulez leur faire? Ils se refusent à obtempérer. On les laisse évoluer. Mais les gens ont pris des sanctions pensant qu'ils vont réagir. Non, au contraire. Ils sont partis du fait que les populations les soutiennent et tout ça pour s'enfoncer dans leur machine. Mais est-ce que nous pouvons vivre en autarcie? C'est ça la question fondamentale. Et les autres ne peuvent pas revenir sur leurs décisions comme ça, de cette manière-là, aussi facilement. Ça dit, il n'y a aucun effort pour se dire, mais écoutez, ce que les gens nous reprochent est vrai. Non, ils s'en tiennent à la question nationaliste, là, pour dire, bon, voilà, nous sommes chez nous, c'est notre pays, nous dirigerons notre pays comme nous voulons. Alors pourquoi vous êtes dans un groupe? Pourquoi vous participez à un regroupement tel que la CEDEAO? Pourquoi? Quand ça vous plaît, bon, vous y êtes. Quand ça vous plaît plus, vous faites ce que vous voulez. On est dans l'impasse. Ils sont dans l'impasse, en fait. Oui. Ils sont dans l'impasse. Moi, je n'accepterai pas aujourd'hui que mon pays se retrouve tout seul, vivre en autarcie, et ne pas participer à tout ce que... Non, nous ne pouvons pas. Nous sommes obligés de travailler avec le Nigeria, travailler avec le Togo, travailler avec le Burkina, travailler avec ceci, et participer, nous regrouper. Mais alors, et quand on se regroupe, il y a des règles. Et ces règles, il faut les respecter. Quand vous ne les respectez pas, écoutez, les gens prennent des sanctions qui sont prévues là-dedans. Et justement, après ces sanctions de la CEDEAO vendredi dernier, les dirigeants vont se retrouver en février pour pouvoir se pencher directement sur la question. Au-delà des demandes ordinaires ou des demandes auxquelles nous sommes habitués, retour de l'ordre constitutionnel, une transition d'une certaine durée, qu'est-ce que vous attendez de ces organisations-là pour définitivement régler le problème des pays de la sous-région? C'est-à-dire que il y a des constitutions dans tous ces pays-là. Ce que j'attends, en tout cas, de nos institutions-là, mais je le disais tout à l'heure, mais quand je parlais d'ingérence, là, bon, c'est peut-être un peu trop fort, je ne sais pas ce que je peux utiliser. Mais c'est que les constitutions qui existent soient vraiment respectées. Les constitutions qui existent soient vraiment respectées. On a vu ces derniers temps. Quand la constitution, par exemple, pour les mandats, c'est surtout là que les problèmes se posent, dans nos constitutions. Les mandats. Le nombre de mandats. Quand il y a un mandat de 5 ans,
quand on arrive vers la fin, on triture la Constitution, la tripote, on veut la changer pour que ça fasse 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. À ce niveau-là, il faut que nos institutions soient vigilantes, interviennent de façon ferme. De façon ferme. Quand la Guinée, le président Alpha Condé a fait tout ce qu'il a fait, non, en ce moment-là, nos institutions auraient dû intervenir pour des miettes. Et devraient être fermes pour dire non. Réviser. Mais c'est ça, est-ce que c'est ça, c'est une ingérence? C'est la question que je me pose. En étant ferme et en opposant même des sanctions à ces responsables qui ne respectent pas les clauses de leur propre constitution, est-ce que c'est une ingérence? Au lieu d'attendre que la situation soit viciée par des coups d'État pour maintenant sanctionner les gens qui ont fait le coup d'État. C'est ce que je disais en parlant d'ingérence. C'est vraiment de l'ingérence. Bon. Moi, c'est mon grand problème, quoi. Je ne suis pas un politicien là-haut, là, c'est eux qui réfléchissent à ça. Bon, qu'ils fassent en sorte que on n'arrive pas. Intervenir. Oui, d'une certaine manière, pour que, quand même, quand la Constitution dit ceci, vous la respectez. Si elle ne respecte pas, là, vous prenez une sanction. Oui. Donc, une institution sous-régionale gendarme? Est-ce que c'est une institution gendarme? Est-ce que, bon, si elle ne faisait pas cela, ne faisait pas des démarches pour pouvoir éradiquer ça, on attend les coups d'État, alors on prend des sanctions, on devient aussi gendarme. Là. Oui, d'une manière ou d'une autre, les gendarmes. Je ne sais pas. Il faut que nos institutions réagissent à temps pour que le pire n'arrive pas. C'est mon problème. Hein? Pour que le pire n'arrive pas. Maintenant, qu'est-ce qui va advenir de ces pays-là? Voilà, ces militaires, ils ne vont pas se dédier, ils vont rester là, ils vont jouer au dur, ils vont rester. C'est notre pays, nous allons rester, personne ne peut nous enlever parce qu'ils ont les armes, ils ont tout ce qu'ils veulent. Bon, ce n'est pas leurs armes, ils n'ont jamais acheté d'armes. C'est la nation, les populations, c'est notre argent, ce sont nos impôts. Bon, donc, alors qu'ils. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Comment agir autrement et devancer les faits? Bon, voilà peut-être ça, l'ingérence. Bon, devancer les faits et agir autrement. C'est ça la question. Vos attentes, M. Azoumé, sont assez claires par rapport aux organisations sous-régionales. Et si je dois vous résumer de tout ce que vous avez dit, il faudra que les règles soient respectées et également qu'on éduque la population à un meilleur sens de patriotisme et également à s'intéresser à la chose de chacune de ces républiques-là. Monsieur Azoumé, vous l'avez certainement compris, nous sommes en train d'égrener les toutes dernières minutes de notre entretien. On va devoir partir. Oui, je pense que ce qui arrive là en Afrique aujourd'hui est triste, hein, comme je l'avais dit au départ. C'est triste parce qu'après 60 ans, nous ne devrions pas être en train de parler encore de coup d'État. On devrait être en train de parler de développement économique, éducation, travail pour les jeunes, ainsi de suite. Tous ces problèmes qui sont sur terre. Quand des coups d'État viennent se greffer sur ça, ça signifie qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a des failles quelque part. Il faut que nous puissions y réfléchir de façon sérieuse. Vous avez beau former les militaires, beau former ceci et cela. Bon, mais il faut que nous puissions quand même réfléchir à toutes ces questions-là. Que les oppositions que nous avons dans nos pays ne soient pas, en fait, des oppositions destructrices. Qu'elles soient beaucoup plus... qu'elles construisent et qu'elles amènent à la discussion et non pas cette politique de pousse-toi que je lui mette. Non, la question n'est pas là. Quand on s'est entendu sur quelque chose, il faut laisser faire pour que nous puissions effectivement aller de l'avant. Je crois que le cas du Burkina aujourd'hui est extrêmement triste. Et je dis, bon, je ne voudrais pas dire laisser les faire. Non, ça nous
ça préoccupe, ça nous préoccupe, ça préoccupe le Burkina, ça préoccupe notre pays également, puisque nous avons des contre-coups dans notre pays, dans toute la sous-région. Donc, il faut que ces militaires-là prennent conscience qu'ils ne peuvent pas travailler tout seuls, qu'ils ne peuvent rien faire en fait aujourd'hui sans l'apport des autres États. Donc, il faut, je ne sais pas ce qu'il faut faire, peut-être une grande réunion de tous ces responsables politiques, de tous ces responsables qui ont fait le coup d'État là, de ces pays-là, pour une sorte de conférence avec eux, pour expliquer la situation. Pour expliquer la situation. Quand on est dans un groupe, il y a des règles. Il faut respecter les règles. Quand on ne les respecte pas, on prend des sanctions. Mais au point où c'est arrivé maintenant, je crois qu'il faille discuter avec eux tous, ensemble, pour que on sorte de cette impasse. Parce que c'est des impasses, ça. Fort de ce qu'on a, des armes qu'on a et tout cela, on se dit, bon, mais moi je m'en fous, je peux vivre tout seul. Pas du tout. Qu'on leur montre qu'ils ne peuvent pas vivre tout seuls. Quand bien il y aurait des erreurs commises au niveau des politiques, ils ne peuvent pas vivre tout seuls. Et il faut maintenant qu'ils soient regroupés, tous ces responsables de ces pays où les choses sont passées. Ces responsables militaires-là qui ont pris le pouvoir, qu'on discute avec eux, qu'on les sensibilise, qu'on les convainque pour dire que ils sont dans une impasse. Il faut le faire rapidement. Ils ne peuvent pas non plus refuser quand même qu'on les réunisse et qu'on discute. Une sorte de conférence, je ne sais pas comment on peut l'appeler, avec eux pour pouvoir discuter. Sinon, on n'en sortira pas. On n'en sortira pas. Voilà la question fondamentale pour moi. C'est une petite voix que j'ai, hein, je ne sais pas. Nous ne représentons absolument rien, mais il faut que nos chefs d'État comprennent cela, comprennent les responsables de ces institutions. Il est urgent aujourd'hui de les réunir, ces gens-là, quelque part. De faire une sorte de conférence, une grande conférence avec eux pour parler et pour leur expliquer que ce n'est pas leur voix qui sera prépondérante. Non, il y a certainement eu des erreurs au niveau politique. Beaucoup d'erreurs, nous les avons vues. En Guinée, il y a eu des erreurs. Vous triturez la Constitution, vous restez, même lorsque vous avez 90 ans, vous voulez toujours rester au pouvoir, ainsi de suite. Non. Ils ont raison de vouloir autre chose. Mais ce n'est pas en faisant des coups d'État qu'on va changer ça. Non, il ne faut pas qu'on revienne à ça. Il faut les réunir, tous ces gens-là. Il faut les réunir en une sorte de conférence pour parler globalement et sensibiliser globalement. Et non pas de leur permettre de dire, bon, ils ont raison de faire un coup d'État, ils vont rester. Non. Non, ça là, il faut le refuser. Je crois qu'il faut aujourd'hui une conférence avec ces gens-là. Moi, je pense sérieusement à ça. Et c'est d'ailleurs votre solution, monsieur Oui. Parce qu'individuellement, ils ne comprendront rien du tout. Ils ne comprendront rien du tout individuellement. Ce n'est pas la Russie qui se présente aujourd'hui qui va résoudre nos problèmes. La France non plus ne peut pas résoudre nos problèmes. C'est nous-mêmes qui devons nous réfléchir et résoudre nos problèmes ensemble. La Russie ne fera rien du tout. Elle n'a pas fait hier, c'est pas aujourd'hui qu'il va le faire. Bon, donc, il faut les réunir, tout ce monde. Voilà ce que je pense fondamentalement de cette question. Et merci à vous, M. Razuma, pour votre lecture de cette résurgence des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Merci pour votre disponibilité pour cet entretien. Mesdames et messieurs, vous l'avez certainement compris, c'est tout pour l'entretien de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. À tout à l'heure.